que Nicolas va faire avec Olivier Liron, qui nous a écrit un livre magnifique, hommage à sa maman. Alors moi, j'aimerais bien que mon fils y ouvre un livre comme ça, franchement. Hein. Non, c'est extraordinaire. C'est... À quel âge? 32, hein, quand même. Ça va le faire. Encore quelques années. Bon, voilà, non, c'est vraiment un très très beau livre. Et puis l'histoire de l'Espagne, une histoire de la France des années. C'est vrai qu'on disait avec Nicolas que ça nous faisait penser aussi un peu au livre de Lily Hassen. Et ces deux livres qui se répondent avec des communautés différentes, mais bon, la communauté espagnole, la communauté donc algérienne. Mais bon, voilà, c'est quand même une histoire de la France des années 60 et de l'immigration à ce moment-là aussi, mais pas que. Voilà. Et voilà, bon, j'en dis pas plus parce que maintenant je me laisse discuter. Oui, eh bien, bonsoir Olivier. Effectivement, il y a un moment qu'on se cherche, puisque vous aviez... Nicolas, tu as laissé tomber ton carte d'identité. C'est mieux que tu la reprennes tout de suite. Oui, donc c'est un très grand plaisir pour nous de te recevoir, parce qu'on avait déjà été absolument emballé par ton précédent roman. Là, il y en a 3 actuellement, on en est au 3e. Einstein, c'est que c'est moi, qu'on peut maintenant trouver en poche chez toi, et qui est un livre à la fois très, très, très politique, mais très, très drôle aussi, très, très inventif, enfin qui était et assez avec des parties autobiographiques aussi, dont on va retrouver peut-être quelques traces dans celui-ci. Et ben voilà, on se voit enfin. Ce livre a eu quand même un beau retentissement, je dois dire. C'est pour ça que je suis content qu'on l'ait en poche là pour ceux qui voudraient le lire. Et on est d'autant plus content, autant le dire tout de suite, que tu es accompagné par ton éditrice Charlotte Fonessen, qui vient de chez Gallimard, et qui est aussi l'éditrice, pour ceux qui étaient là au début de l'année, de Étienne Kern, l'auteur des Envolées, roman qui vient d'obtenir aujourd'hui le prix Goncourt du premier roman. Voilà. Donc c'est vraiment une grande satisfaction pour nous, parce que et pour lui aussi, l'humanité. Parce que c'était un très beau texte, on était content de... Enfin, on l'avait repéré. Voilà. Alors, ce livre, comme disait Catherine, le livre de neige, c'est un portrait, en fait. Il s'annonce un peu comme le portrait de ta mère, et dont le titre, d'ailleurs, nous évoque peut-être un peu le livre de ma mère, d'Albert Cohen, par exemple. Mais ce sont des textes tout à fait différents. C'est un portrait vraiment par petites touches, c'est-à-dire par chapitre, par fragment, dirons-nous, comme le portrait en peinture. On joue beaucoup dans le livre sur cette ambiguïté entre portrait, peinture, touche, image même. Et c'est également, et c'est ça qui nous a plu avant tout, servi par une écriture vraiment magnifique, dont on vous lira quelques extraits tout à l'heure, extrêmement poétique, très beau style, vraiment, c'est un plaisir de lire ça. Dernière chose pour situer la façon dont est construit le livre, il y a 2 grandes parties, en fait. Une partie qui raconte l'histoire de ta mère, de ta famille, avant ta naissance, et une deuxième partie qui est vue, donc, après arriver dans cette histoire, et vue à travers les yeux de l'enfant. Et là, il y a un changement, un contraste, mais bon, on poursuit la même histoire. Alors, ma première question, elle est justement sur l'art du portrait dont tu parles, enfin, auquel on est confronté tout de suite dans l'épigraphe du livre, qui est une citation de Virginia Woolf, si je ne me trompe pas, et qui dit « Je ne suis pas
une est simple, mais multiple, non, mais compliquée et multiple. Une est simple, compliquée et multiple. Et voilà pourquoi est-ce que là je dis ça, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, cette épigraphe m'avait beaucoup frappé. Oui, voilà, parce que en fait, cette histoire de portrait, il y a bon, peut-être tu veux commenter cette épigraphe avant que je ne donne mes propres commentaires. Parce qu'après tout, c'est pas... Merci. Merci Nicolas, merci infiniment. Ça va, tout le monde m'entend bien. Oui, Et merci infiniment à la librairie Le Presse-Papier de nous inviter. Et merci à Charlotte aussi de m'avoir accompagné. C'est d'avoir surtout permis de m'avoir accompagné dans l'écriture de ce livre, qui est, oui, une déclaration d'amour à ma mère. Alors le livre De Neige, qui est le titre du livre, emprunte à la fois fait écho au livre de ma mère, qui est un livre très beau, et aussi à un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Livre du Partage, qui est un livre écrit par Edmond Jabès, qui est un poète que j'aime beaucoup. Et le livre, c'est très important dans l'histoire de ma mère, justement, le livre. Les livres. Donc, c'est un double hommage, à la fois un clin d'œil à son prénom espagnol, qui est Marie Nieves, donc, qui évoque la neige, Marie Nieves, et puis un écho au livre, parce que les livres ont une importance considérable dans ma vie et aussi dans la sienne. Voilà, j'ai pas répondu à la question sur non, mais justement, ça... Alors, je ne suis pas une et simple, mais complexe et multiple. C'est une phrase qui est dans Les Vagues, le roman de Virginia Woolf, et qui est très belle parce que, oui, ça embrasse toute la multiplicité d'un être humain, et voilà, y compris dans ses contradictions, y compris dans ses paradoxes, et c'est très très beau. Mais alors, justement, cette citation, c'est là que je voulais en venir. Est-ce qu'elle ne nous indique pas, d'une façon un peu détournée, en disant je suis multiple, etc. Est-ce qu'elle ne nous indique pas que l'art du portrait et le roman, quand il se propose d'être un portrait, est-ce que c'est pas quelque chose qui va nécessairement vers l'inachevé, parce qu'on le fait par petites touches, ça peut jamais être un portrait complet, et on ne sait pas toujours de qui c'est le portrait d'ailleurs, parce que est-ce que le sujet et le portrait sont forcément le même? On n'est pas sûr. Un auteur peut très bien faire son portrait de façon détournée en parlant de multiples personnages. Et je me demandais si c'était pas un peu aussi une métaphore du roman. Oui, sans doute, tout à fait. Il y a un très beau livre d'Henry James qui s'appelle Le Portrait. C'est vrai que c'est difficile de saisir quelqu'un. J'aime bien penser que quand on écrit sur quelqu'un d'aussi proche qu'une mère, ou de manière générale, hein, peut-être que là, bon, quelqu'un de proche, et c'est peut-être même n'importe quel être humain, on se heurte tout de suite au secret, aussi au mystère, à tout ce qui résiste à la compréhension, à l'élucidation. Donc il y a des secrets chez ma mère que je n'ai pas toujours voulu briser, ou dans lesquels je n'ai pas voulu faire intrusion. Il y a l'idée que c'est une belle inconnue, quoi, que les gens qu'on aime sont des beaux ou des belles inconnues, que on les connaît à la fois très très bien, et qu'en même temps ils nous sont toujours, ils demeurent toujours incommensurablement mystérieux, et qu'on ne pourra jamais saisir tous les secrets d'un être. Donc oui, peut-être c'est un petit peu cette idée. Est-ce que pour situer les choses, est-ce qu'on peut lire le petit avertissement? Il y a un petit avertissement. J'ai voulu écrire ce livre comme un cadeau pour ma mère, Marie Nieves, dite Nieves, qui signifie neige en espagnol. Un livre pour elle, entre vérité et fiction, un portrait romanesque par petites touches, comme des flocons. Alors, cet avertissement m'a beaucoup frappé, parce que notamment il y a deux choses qui m'intéressent là-dedans, disons. C'est d'abord le terme de cadeau. Je l'ai écrit comme un cadeau pour ma mère, et dans le cadeau, on entend
à la fois présent, mais aussi un peu offrande. Et cette offrande m'a fait penser à une autre offrande, évidemment, qui est l'offrande musicale de Bach. Et ça a un peu la forme d'une offrande littéraire, si on veut. C'est un peu comme ça que je le lis. Et la deuxième chose, c'est la différence que tu fais entre vérité et fiction, en disant que dans le roman, en fait, les deux, enfin, c'est le propre du roman qu'on ne peut pas démêler toujours la part de vérité et de la fiction. Et je me demandais tout simplement si ce qui rend ce livre romanesque, puisqu'il s'appelle roman, il s'appelle pas portrait ou récit, si ça n'est pas le fait de devoir inventer les choses qu'on ne sait pas, enfin les choses dont on n'est pas sûr, ou les choses qu'on suppose, et que c'est comme ça qu'on devine, en fait. Peut-être est-ce qu'on devine la vérité en inventant, quoi. Alors, merci pour cette question. Alors, moi, je suis un amoureux du concept d'autofiction de manière générale. L'idée que écrire le réel, écrire des histoires vraies, c'est aussi une façon de faire de la littérature. Et ça n'exclut pas, je dirais, l'écriture, ça n'exclut pas l'humour, la fantaisie, ça n'exclut pas le... Mais c'est vrai que je voulais raconter cette histoire au plus près possible de ce que j'ai su, j'ai appris, et pour une petite anecdote, pendant le Covid, qui était quand même une période un petit peu particulière, hein, on s'est tous fait énormément de soucis, notamment pour la famille. Et donc moi, j'ai gardé ce lien. Alors ce livre l'idée du livre avait germé déjà avant, mais l'écriture du livre a correspondu à la période du Covid. On était vraiment tout à coup, on s'est senti extrêmement. Je pense qu'on a tous senti très très fortement les liens qui nous unissaient à nos très proches. Et on a ébauché un rituel avec ma mère où, à intervalles réguliers, voilà, je lui posais des questions justement sur sa vie. Elle était consentante, hein, à ce livre. Et pour moi, c'était important peut-être de l'écrire de son vivant, dans la sensation de danger dans laquelle on était tous. Je pense que ça a aussi cristallisé cette envie de faire ce livre de son vivant, et pas comme d'autres grands écrivains l'ont fait. C'est très gentil de mettre en parallèle des livres de deuil, des livres d'hommage à leurs parents, que ce soit Yourcenar, que ce soit Cohen, que ce soit... Bon. Mais c'était vraiment une volonté, et c'est peut-être pour ça l'offrande. Alors tu parles de Bach, moi c'est marrant parce que j'aime beaucoup cette œuvre de Bach, cette idée d'un cadeau de son vivant. Donc ça a guidé, je crois, alors c'est en tout cas le geste au départ de ce livre, voilà, une déclaration d'affection. Alors on va rentrer dans le livre peut-être maintenant, et rentrer par un personnage que ceux qui t'ont déjà lu connaissent déjà, et qui est un personnage très important, qui est Carmen. Carmen, c'est ta grand-mère, c'est la mère de ta mère. Et c'est un des personnages principaux, si ce n'est le principal, du précédent livre. C'est un personnage tout à fait extraordinaire, qui a une invention de langage vraiment tout à fait réjouissante. Et en fait, alors, soit j'enchaîne avec quelques questions, ou alors on peut lire peut-être le tout début. D'accord. Si ça fait longtemps, on peut s'arrêter là, par exemple. Oui. Alors, je vous lis, pardon, je lis. C'est pas toujours facile de lire son propre texte. Madrid, années 30. Carmen de la Fe grandit dans le quartier de Legazpi, au sud de la ville, au sein d'une famille de 13 frères et sœurs. Parmi eux, 5 sont morts en bas âge. Carmen est très proche de sa grande sœur, la Bernarda, qui s'est mariée jeune. Elles chérissent leur mère Ana, una santa mujer. Santa mujer. Et se méfient du borgne, leur père violent et alcoolique. Dès qu'il a le dos tourné, elle murmure entre leurs dents « El cabron ». Juste avant la naissance de Carmen, 2 jumeaux sont morts. Sa mère Anna lui a dit « Les enfants qui meurent deviennent des anges ». Alors quand elle sent une légère brise agiter les rideaux dans une pièce aux fenêtres fermées, quand elle éprouve une impression de fraîcheur à ses tempes,
un chuchotement inexplicable autour d'elle. Elle sait que ce sont les jumeaux. Dimanche, elle était en train de plier un couvre-lit dans la chambre de ses parents quand elle a entendu un grand froissement d'ailes. S'est retournée, a senti leur présence, ses anges gardiens. Il faut se représenter le quartier de Legazpi avant la guerre d'Espagne, un quartier comme tous les autres quartiers de Madrid avec des cloches, des horloges et des arbres. De la lumière sur tout cela comme un psaume, un immeuble avec des géraniums accrochés aux fenêtres et des couloirs interminables où courent toute la journée des chiens et des petits-enfants. Des rires qui éclatent dans le soir en grands bouquets parfumés. Au dernier étage, vivent les Machado, un vieux couple antiquaires et leur perroquet Gaston, la mascotte de l'immeuble. Quand elle va sur le toit pour faire sécher le linge, Carmen voit au loin le visage sec de la terre de Castille comme un océan de cuir. Elle laisse le soleil inonder son visage. La gratitude des jours d'enfance est infinie. Carmen ne sait ni lire ni écrire. Elle aide sa mère à la maison, très pieuse. Elle adore se rendre à l'église de la Virgen de la Paloma et y allumer des cierges pour sa mère et sa grande sœur. Pourtant, leur nom de jeune fille est délafé, trace des origines juives de la famille. À la fin de la Reconquista en 1492, les Juifs, les musulmans qui vivent en Espagne, furent dans l'obligation de se convertir au christianisme sous peine d'être jetés au bûcher. Le baptême ou la mort, telle était la devise funeste du prêtre dominicain Vincent Ferry, qui pensait aussi que les Juifs étaient des animaux avec des queues et menstrués comme les femmes. Les noms de Santa Cruz, Amor de Dios ou Ave Maria viennent de cette conversion forcée. Les Juifs qui continuaient à pratiquer secrètement leur religion furent désignés comme les maranes, les porcs, et persécutés par l'Inquisition. Pour survivre, beaucoup adoptèrent des noms outrancièrement catholiques, José, Maria, Santiago, Jacob, Thomas. Carmen est loin de s'en douter quand elle allume des cierges à l'église, etc. Voilà. Merci. Alors, ce passage est absolument admirable, selon moi, parce qu'il est d'abord très bien construit. Il y a plein de thèmes qui se mettent en place tout de suite dès les premières pages. Les fantômes de l'histoire, la question du langage, enfin, tout un tas de choses. Et en plus, je fais remarquer, pour ceux qui n'auraient pas le texte sous les yeux, la beauté des sonorités. Par exemple, j'avais noté là sur ce paragraphe, alors, quand elle sent une légère brise agiter les rideaux, dans une pièce aux fenêtres fermées, alors elle éprouve une impression de fraîcheur sur ses tempes, ses chuchotements inexplicables autour d'elle. Elle sait que ce sont les jumeaux. Alors on sent l'imitation le souffle du vent, les sonorités qui se répondent, etc. Et donc c'est comme ça, tout le livre, c'est un travail sur le style absolument admirable. Et il faut dire d'ailleurs que dans ce roman, la poésie surgit assez souvent. Et je voulais te demander, donc, à propos de ces deux thèmes, si ça n'est pas aussi un peu ça le projet du livre, c'est-à-dire de démarrer d'une personne qui ne sait ni lire ni écrire, mais qui a une invention de langage à l'oral extraordinaire, de raconter ensuite l'histoire de sa fille qui va devenir quelqu'un qui va se libérer, s'accomplir par l'école et par la lecture, et qui va devenir elle-même une grande lectrice et une grande savante, et à la fin aboutir finalement à un fils qui écrit le livre de tout ça. Donc il y a, me semble-t-il, une trajectoire dans ce livre. Oui, merci pour tous ces commentaires très, très élogieux, et j'aime ton idée que oui, comme disait Mallarmé, le poète, le monde peut-être est fait pour aboutir à un beau livre. En tout cas, ça, j'en sais rien, mais l'idée que, là aussi, une petite anecdote, mais ma mère, quand elle a lu le livre, elle a été évidemment très émue. Et elle m'a dit, tu sais, ce qui est étonnant, c'est que moi, ma mère, donc ma grand-mère, elle était illettrée, elle avait une capacité de conteuse absolument incroyable et à nous embarquer dans des histoires extraordinaires, mais elle n'a jamais appris à lire et à écrire. Et d'ailleurs, quand elle signe encore aujourd'hui des documents, elle fait semblant que c'est l'arthrite, que c'est... et ça, je l'ai compris au fil du temps en devenant adulte, c'est que elle trouvait toujours une excuse pour ne pas signer quelque chose, etc. Parce qu'elle n'a pas...
Et donc c'est très très émouvant ça. Ma mère qui elle a eu accès au livre, alors on en reparlera, mais ça a été décisif dans son parcours d'avoir accès au livre, de pouvoir ensuite être scolarisée et de faire des études, même des études longues de sciences. Donc ma mère, qui est l'objet du livre, fait le pont entre sa mère à elle qui n'a pas appris à lire et son enfant aujourd'hui qui est auteur. Donc il y a une sorte de très belle, je trouve, histoire à l'intérieur de l'histoire. Et filiation qui est, parce que là on n'a pas lu au-delà, mais au-delà on apprend qu'elle elle aime se promener, qu'elle rencontre beaucoup de poètes dans les cafés, enfin qu'il y a beaucoup de poètes à ce Oui, moment-là. j'aime imaginer que ma grand-mère, quand elle était petite, c'est vraisemblable, puisqu'elle habitait dans un quartier de Madrid qui n'était pas très loin des fameux lieux, la Taberna de Correos et tous ces lieux où se réunissaient, sa histoire littéraire, voilà, on a longuement parlé. C'est là où il y avait Neruda, où il y avait Lorca, où il y avait toute cette génération de poètes espagnols. Ma grand-mère, elle jouait dans ces rues-là, donc il y a quelque chose de vertigineux à imaginer que, et ça c'est valable en général, quand on observe la vie des personnes, on va dire célèbres ou des gens, on se dit, et en même temps, ils ont côtoyé, voilà, il y a comme une temporalité qui est celle de la littérature. Alors on imagine effectivement Lorca à la terrasse d'un café, et celle des gens ordinaires. Et c'est aussi ça qui m'a touché, moi, je pense, dans le projet du livre. Alors, d'accord, c'est faire un cadeau à ma mère, ça c'est vrai, mais c'est aussi, d'un point de vue un peu plus, je sais pas si c'est politique, mais en tout cas, d'un point de vue vraiment aussi de mes convictions, faire entrer en littérature des gens qui, justement, ne sont pas dans la littérature. Ou, souvent, la littérature s'empare de personnes célèbres, s'empare voilà, fait des biographies, en tout cas, dans le genre de la biographie, de gens qui ont accompli des grandes choses. Et je voulais montrer que, justement, cette frontière, elle n'est pas très... voilà, on peut aussi parler de personnes qui ne sont pas encore dans l'histoire. Et alors, toute l'histoire de l'immigration, justement, elle a cette importance colossale et elle est très peu présente. Donc, c'était pour moi important. Ça fait le pont sans doute avec des livres magnifiques que tu as cités au départ, de raconter qui étaient ces gens, comment ils ont vécu. C'était très important pour moi. Ouais. Et on peut dire d'ailleurs, on peut noter, c'est le hasard puisque je pense que c'est son vrai nom qui est dans le livre, que Carmen, ça signifie c'est le chant. En latin, Carmen, c'est le chant, et elle porte ce chant. C'est un personnage très poétique, bien qu'elle n'écrive pas. Ah oui, c'est sans doute c'est la plus poète de toute la famille. Hein. Et la poésie était orale au départ. On chantait, on écrivait. Puis alors, nous maintenant, pauvres êtres, en 2022, on écrit poussivement des livres, mais au départ, on écrit une oralité, on écrit quelque chose comme ça. Ma grand-mère me transmettait comme ça, et je pense que c'est elle qui, la première, m'a donné envie sans doute des histoires. Elle avait une capacité à te raconter comment elle est sortie à ce moment-là. Elle sort de chez elle. Ça se passait dans son HLM. Hein. Elle sort et elle voit le palier, le voisin de palier qui sort de l'ascenseur. Et à ce moment-là, le chien arrive. Et donc, 2 heures plus tard, elle avait toujours pas fini l'histoire alors qu'il s'agissait juste de descendre les poubelles. Donc, il y avait une sorte de capacité à me tenir en haleine avec des histoires qui est exceptionnelle. Je n'ai absolument pas j'aimerais avoir autant de talent. C'est extraordinaire. Elle avait un talent extraordinaire. Elle l'a toujours de conteuse. Ouais. Elle a une autre caractéristique dans ce livre dont on parle peut-être très rapidement, mais que les gens découvriront en lisant, c'est qu'elle incarne aussi l'histoire qui l'a traversée, c'est-à-dire l'histoire de 1936, de la guerre d'Espagne, puis des années franquistes. Et ça, c'est une chose qui revient toujours et dont le livre porte le témoignage. Oui, complètement. Je parlais avec monsieur de cette histoire qui est histoire collective. Alors là, c'est la petite histoire qui raconte la grande histoire aussi, mais tous les réfugiés espagnols. Alors moi, mes grands-parents, ils sont restés puisqu'ils étaient enfants, mais quand la guerre éclate en 36, ma grand-mère est encore enfant. La brutalité de la guerre, on voit aujourd'hui les images, c'est toujours la même chose. Malheureusement, ça résonne beaucoup avec l'actualité. Cette brutalité de la guerre, elle se cache dans la cave. Elle a ensuite sa sœur, dont je parlais tout à l'heure, sa grande sœur, dont elle est très proche, dont le mari a été dénoncé. Donc, elles vont les 2 petites filles. Alors, l'autre est déjà mariée, elle est une jeune adulte, mais bon.
elles vont quand même, les deux jeunes femmes, demander la grâce de ce mari, Louis, qui est prisonnier. Donc elles vont voir le général Varela, qui est un grand général franquiste, un personnage très important du ministre des Armées, donc elles vont le voir. Alors ça aussi, dans quelle mesure c'est un récit qui m'a été transmis, qu'est-ce qu'il y a déjà là peut-être de récit là-dedans. En tout cas, ça c'est une histoire que j'ai toujours entendue, c'est le premier souvenir de ma grand-mère. C'est quand même pas son premier souvenir marquant qu'elle m'a transmis, c'est je suis avec ma sœur, on va voir le général Varela, et le général nous dit eres una gitana guapa, tu es une jolie petite gitane, mais maintenant tu dégages. Et 10 jours plus tard, le mari est fusillé. Et donc ma grand-mère va s'occuper des deux enfants de sa sœur, ses deux neveux. L'un d'eux en plus saute sur une mine, enfin la guerre ne finit jamais de faire des morts, donc elle l'emmène à l'hôpital, le gamin meurt dans ses bras parce qu'il a avalé le... Donc c'est cette violence traumatique fondatrice de la guerre. Ensuite, cette jeune femme qui est ma grand-mère, elle se construit là-dedans. Alors, avec, on dirait aujourd'hui, une capacité de résilience absolument inouïe, que va avoir ma mère aussi, mais elle va travailler à l'usine très jeune, à 12, 13, 14 ans, dans un climat, il faut imaginer aussi la dictature franquiste, le rôle des femmes, c'est-à-dire que dès que ma grand-mère va danser, son père la violente, hein, donc c'est extrêmement difficile pour elle. Et à l'usine, c'est ça qui est en même temps qui est beau dans les destins humains, c'est que c'est aussi en même temps à l'usine, c'est une usine d'aluminium, on fabrique des pièces de monnaie, qu'elle va rencontrer mon grand-père. Grande histoire d'amour, ils sont ensemble toute leur vie. Et alors la petite anecdote, il y en a pas mal, je vais pas tout dire du livre, mais une petite anecdote, c'est que donc le beau Marlou, le grand-père qui fume une cigarette, malheureusement il a jamais arrêté de fumer ensuite, fume une cigarette à la pause, et puis il se regarde, et puis tiens, on va faire un tour à la foire de San Isidro. Et donc il se balade à la foire de San Isidro, il se met à pleuvoir, mon grand-père dit allez je rentre chez moi, ça suffit, allez, et la grand-mère furieuse déchire la photo qu'ils avaient faite, elle a gardé toujours la moitié de la photo, 70 ans plus tard, elle a encore la moitié de la photo. Et il se retrouve par hasard plusieurs années plus tard, parce qu'il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas, c'est difficile de retrouver. Donc plusieurs années plus tard, elle a grandi, elle a sans doute une vingtaine d'années, elle se promène avec son amie, avec une amie, elle regarde les vitrines dans la vitrine des chaussures qu'elle ne pourra jamais s'acheter. Elle se retourne et donc elle me dit c'est sur la promenade qui va, effectivement c'est en Madrid, vous voyez, la gare d'Atocha, puis vous remontez ensuite vers ceux qui sont déjà allés à Madrid, vers la place des Cibeles, etc. Et là, sur l'avenue, passeando, comme on dit, en train de se promener, qui est-ce que voit? Le grand-père. Et là, elle se rue vers lui, enfin, elle va le voir, et elle lui dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe? J'allais te manger, t'as plus vu, tu t'es marié, qu'est-ce qui se passe? Direct. Puis le grand-père dit, non, non, j'étais fiancé, mais là, je romps mes fiançailles, parce que je suis parti au service militaire. Pendant que j'étais au service militaire, la grand-mère, ma fiancée faisait un peu des siennes, donc bon, voilà. Bon, si vous voulez, ce qui est étonnant là-dedans, c'est toutes les circonstances romanesques qui font que là, je suis là aujourd'hui pour vous en parler. Donc, ils se revoient, le mariage, les deux familles sont opposées, du côté du grand-père qui est orphelin lui-même, qui a perdu son père, écrasé par un camion sortant de la caserne militaire au Maroc, d'où sont partis les généraux franquistes. Donc, théoriquement, c'est presque deux camps opposés. C'est épouvantablement romanesque, cette histoire. Ils finissent par se marier contre l'accord de tout le monde, avec la malédiction de tout le monde. Il y a la belle famille qui va à l'église le jour de la Semana Santa pour prier Dieu qu'ils ne se marient pas, mais Dieu étant un grand romantique, il décide que le mariage aura lieu quand même. Le curé ne veut pas qu'ils se marient par allée centrale parce qu'ils sont trop pauvres, donc ils doivent passer par une allée latérale. Mais le jour même, accident cardiaque de la mariée qui passait avant, donc ils prennent l'allée avec tout le faste des gens qui étaient avant, qui étaient très fortunés. Bon. Il y a plein d'anecdotes assez drôles qui racontent aussi la société franquiste de l'époque. Et puis, bon, ils se marient, quoi. Ils se marient, et puis ma mère naît, et c'est un peu le début du livre, enfin, c'est toute la première partie du livre, quand ma mère naît à l'hiver 54, dans un hiver très très froid, puisque c'est l'hiver 54 en France avec l'insurrection de l'abbé Pierre. Et dans cet hiver très froid, on lui donne ce prénom qui est un peu miraculeux, qui est Marie-Nieves, qui fait allusion à Notre-Dame-des-Neiges, qui est un des noms de la Vierge Marie, qui a fait dessiner au IVe siècle après Jésus-Christ le tracé. En plein mois d'août, elle a fait neiger, elle a déposé de la neige autour du temple qui deviendra ensuite la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Donc il y a une dimension de miracle dans toutes ces circonstances. Alors ça c'est formidable parce que tout ce que tu viens de raconter, parce que c'est exactement là où je voulais arriver à cette histoire de miraculeux. Faut le couper. Hein. Non, mais très bien, au contraire. Et effectivement, je dois dire d'ailleurs que dans le livre, vous verrez ce passage, c'est fait vraiment très finement, c'est vraiment de la dentelle quand tu racontes l'anecdote, la légende de cette sainte, et comment
à partir de là, tu glisses en jouant sur le mot miracle, miraculé, etc. Tu glisses sur l'histoire de ta mère et de ton nom, alors, et de son nom. Et ça, c'est vraiment une très belle chose. Alors, comme toutes les saintes, d'ailleurs, j'ai noté qu'elle, qu'elle avait plusieurs. On va parler de Neige, maintenant, enfin de ta mère. Elle garde de ce nom plusieurs stigmates qu'elle porte dans le livre. Alors notamment, elle a une maladie infantile et elle est partiellement sourde. Et cette histoire de surdité, il y a aussi l'histoire quand elle arrive à Paris, comme elle ne comprend pas bien, comme elle ne parle pas aux gens, elle arrive dans le quartier de la Muette et on la prend pour une muette, enfin pour se moquer d'elle, les enfants disent c'est la muette de la muette, enfin bon. Et je remarque que tous ces stigmates portent quand même sur la question de l'expression et du langage. À chaque fois, cette histoire, et on le dira peut-être plus complètement tout à l'heure, mais c'est aussi l'histoire d'une libération de la parole, ce livre. Et voilà, par exemple, elle va aller à l'école, tu m'interromps quand tu veux, à l'école franquiste, où là aussi elle est assez maltraitée. Là aussi, c'est pas une martyre, mais enfin quand même, elle en endure un peu, notamment par une sœur qui fait l'enseignement et qui porte le nom vraiment tout à fait prédestiné de Dolores. Ah oui, Dolores. Bah, en Espagne, tout le monde s'appelle Dolores, Encarnación, Milagros, Pilar. Tous les noms sont marqués. Même... Oui, je pense qu'il y a des personnes voilà, qui ont des familles. Guadalupe, alors Guadalupe, ça paraît comme ça, mais c'est aussi la Virgen de Guadalupe. Donc Guadalupe, c'était un des noms. Alors ce qui est étonnant en Espagne, même aujourd'hui, je n'ai jamais compris. C'est-à-dire que même dans ma famille, il y a toujours, ils ont plusieurs prénoms, quoi. Et c'est pas leur prénom comme nous sur la carte d'identité, c'est-à-dire qu'il y en a une qui s'appelle Tomasa, mais on l'appelle Bernarda, mais son vrai nom c'est Guadalupe. Et donc ma mère, effectivement, c'est Marie-Nieves, mais c'est Nieves, Marie, Maria, Marisol, Marie. Et donc, même moi, quand j'étais enfant, je me dis, comment s'appellent les camarades qui venaient, je dis, comment s'appelle ta maman? Faut l'appeler madame, on l'appelle par son prénom. Je dis, bah, essayez de l'appeler par votre prénom, mais bon courage, hein. Parce que, non, mais plus sérieusement, oui, alors, je passe un petit peu vite sur tout ça, mais pour te répondre sur la question du stigmate, c'est très très juste ce que tu dis. Il y a cette question du stigmate qui est très importante dans son parcours et dans la façon dont je me saisis de son récit. Et effectivement, c'est frappant. Alors, quand ils partent très tôt, hein, dans les années 50, c'est un exil économique, 50 au début des années 60. Ma mère, elle est toute petite, elle a 9 ans quand elle part en France. Donc, c'est une histoire qui se passe quand même largement en France, hein, cette histoire. Et puis, bah, effectivement, elle découvre un pays. Alors là, pour l'anecdote, ils hésitent entre l'Australie et la France. Peut-être que je serai à Melbourne, là, en train de parler avec un Nicolas Mouton australien. Nicolas Congo. Voilà. Et quand elle arrive, effectivement, il y a ce stigma de ne pas parler là. Et comme tu dis très très bien, c'est très juste. Je pense que si ma mère est ensuite allée vers les livres, et c'est peut-être vrai d'ailleurs de nous tous, c'est parce qu'il y avait effectivement un rapport à voilà, quelque chose qui ne s'exprimait pas, qui était empêché de s'exprimer, ne pas comprendre le monde, c'était extrêmement violent pour elle, qui a sans doute une intelligence et une sensibilité très forte, et de ne plus comprendre, je pense, en plus, hein, la surdité, que je regarde de ne pas avoir davantage développé, mais je voulais pas non plus que ce soit trop... mais c'est étonnant, je pense que ça a joué énormément ensuite dans le fait qu'elle aille vers les livres, le fait de à nouveau avoir un moyen à la fois de comprendre le monde et de s'exprimer. D'ailleurs, pour en revenir très brièvement aux années franquistes, à l'époque de l'école, etc., il y a des passages hallucinants sur la façon dont on les enseignait, si je puis dire, à l'école, et aussi sur un manuel dont tu détailles les différents points, le manuel de la femme parfaite, de la femme idéale, de la bonne épouse. De la bonne épouse, c'est ça. Et alors, qui est de la bonne épouse, le truc le plus misogyne que j'ai lu de toute ma vie. Oui, mais c'est éclairant sur l'endoctrinement. Là aussi, malheureusement, voilà, la résonance, c'est un endoctrinement qui vise à réduire les femmes à une sorte d'esclavage domestique. Et c'est intéressant car c'est un manuel qui a été écrit par une femme, par Pilar de Rivera, qui était une des grandes théoriciennes de la phalange. Voilà, de la phalange. Vous savez, madame, c'était aussi la fille de
autre dictateur qui était dans les années 20, donc elle avait quand même un sacré... et l'épouse du fondateur d'ailleurs, de la Phalange, qui ensuite a été un peu écartée par Franco. Mais... Donc c'était une femme qui a écrit ce livre, mais ce livre a été... Alors est-ce que ma mère l'a lu? Ça, je ne le sais pas, c'est d'ailleurs pas ce que je prétends dans le livre, mais en tout cas, ce livre a été publié l'année de la naissance de ma mère. Il était distribué aux femmes Franco, et effectivement, c'est épouvantable, hein, vous verrez, c'est épouvantable. Je note aussi que dans le livre, il y a plusieurs photos qui sont publiées, images, je dirais peut-être parfois même icônes, enfin il y a une iconographie en effet, puisqu'on est dans ce vocabulaire un peu sacré. Et je me demandais d'une part si c'était des façons de rajouter en quelque sorte des petites touches de réel, ou si c'est pas un peu comme dans Barthes, dans la chambre claire, de dire cela a été. Je te remercie encore une fois pour ta question, parce qu'elle m'éclaire même sur ce que j'ai voulu faire sans en avoir forcément conscience, parce qu'il y a plusieurs choses dans les photos. Il y a l'idée de garder une trace, comme tu dis, voilà, ça a existé, montrer le passage aussi du temps sur ce destin de ma mère, ce personnage aussi. À la fois, c'est montrer le passage du temps. C'est aussi, et je pense que c'est sans doute très vrai, que tu parles, tu relèves cette idée de miracle. J'en parle un moment, au moment où ma mère naît, elle se définit elle-même, c'est son premier souvenir d'enfance, comme une miraculée, parce qu'elle a échappé, ma grand-mère a perdu énormément de frères et sœurs, comme je parlais ça tout à l'heure, énormément de mortalité infantile. Ma mère attrape la coqueluche, la grand-mère doit faire une transfusion sanguine, et elle est persuadée qu'elle va la perdre. Donc, et ma mère est sensible à ça, puisqu'effectivement, on lui explique qu'elle a une surdité précoce, donc, elle-même a le sentiment d'être miraculée. Alors, ce miracle, je pense que dans le livre, il se traduit, alors, on va dire s'il est transposé de la théologie vers la vie quotidienne, il y a cette série de rencontres que ma mère va faire, qui est un peu l'équivalent du miracle, quoi, dans la vie terrestre. Hein. C'est-à-dire que tout à coup, ces rencontres qu'elle va faire vont un peu semer comme ça son chemin. Et je crois qu'il y a un peu l'idée, quand vous savez, il y a tous les textes tous ces livres de la légende dorée. Donc, vous avez des vies comme ça de saints. Et alors, j'ai pas du tout voulu faire de ma mère une sainte, c'est pas du tout ça, mais dans le type effectivement d'écrit, il y a l'idée de tracer la vie comme ça de quelqu'un, c'est-à-dire que presque comme un genre, où il y a les vies minuscules de Pierre Michon, voilà, il y a des auteurs qui sont emparés de ce genre, enfin, de vraiment tracer la vie de quelqu'un. C'est intéressant. Et peut-être que ces images, c'est aussi une façon, lui, de scander comme ça les étapes de sa vie. Et je te remercie aussi pour ce que tu as dit tout à l'heure sur la façon dont les fragments se tissent, dont l'histoire se tisse, et que ce soit pour le récit lui-même, pour les liens ou pour les photos, c'est justement quelque chose voilà, qui vient vraiment aussi du travail qu'on a fait avec Charlotte, qui est là, mon éditrice, et qui justement, je crois que c'était toi au départ qui disais, voilà, peut-être que les photos vont amener aussi un contrepoint qui va permettre et c'est vrai que c'était important d'avoir ces traces-là. Et puis moi, c'était hyper émouvant, parce que je suis allé chercher, là aussi, hein, j'ai pas fouillé sans leur permission, hein, mais quoique, un petit peu quand même. Mais évidemment, j'ai demandé l'autorisation d'avoir accès à des photos et surtout de les reproduire, mais c'est vrai que c'était très émouvant de me plonger. J'avais des photos de moi enfant, bien sûr, mais j'avais pas accès à la mémoire photographique de la famille. Et donc, je suis allé demander à ma grand-mère des photos, dont cette fameuse photo qui me bouleverse, où elle a déchiré la moitié de la photo, donc on voit plus mon grand-père, et cette fameuse photo qui a été prise, je rappelais, dans la rencontre il y a 80 ans. C'est émouvant. On voit ma mère petite, on voit ma mère. C'est très très émouvant, cette mémoire. De retrouver en fait les origines, de retrouver ma mère quand elle était petite, d'avoir accès à toute une partie que beaucoup d'enfants d'exilés, à laquelle beaucoup d'enfants d'exilés n'ont pas accès parce que n'ont pas envie de raconter ce qui s'est passé. Et à travers ces photos, ça me donnait accès à cet univers englouti, à cette Atlantide. C'était très très émouvant. Ouais. Donc on l'a compris, elle va suivre. Enfin, ses parents vont un peu la précéder en France pour aller travailler en France. Et elle va les rejoindre quelques mois plus tard. Tu parles d'ailleurs de ce voyage-là. J'en reviens à la question du début sur l'invention, le romanesque et le fait
réel, parce que, par exemple, pour ce qui concerne ce voyage, donc, tu dis, je ne sais rien de ce voyage, je ne sais pas, mais j'imagine. Et dans cette page, il y a une récurrence du mot j'imagine, mais j'imagine que la petite fille a dû faire ceci, elle a dû voir cela, etc. Et donc, voilà, je reviens simplement une toute petite fois sur cette histoire, parce que enfin, tu écris une phrase qui m'en évoque une autre, tu écris à propos d'un rêve que tu as fait. Un rêve, c'est une fiction qui dit la vérité. Or, cette phrase, elle fait écho, si on peut dire, à une phrase célèbre de Cocteau qui dit « Le poète est un mensonge qui dit toujours la vérité ». Et alors, là, la rencontre de ces deux phrases m'a interrogé parce que je me suis dit, mais alors, finalement, quelle est la différence, pour toi, bien sûr, entre fiction et mensonge? Beaucoup de questions. Il y a, c'est sûr, dans ce passage, une volonté de pas, justement, de ne pas présumer de ce qui s'est passé, d'être sincère, d'être honnête, de dire, voilà, moi je ne sais pas toujours, il y a des silences dans l'histoire de ma mère, et ces silences font partie de son histoire. Il ne s'agit pas de... donc c'est plutôt... des intuitions. Oui, c'est plutôt parfois l'imagination vient en secours quand il y a des béances, quand il y a des manques, on cherche à combler, alors on imagine des choses, mais je ne dis pas que c'est la vérité, je dis que face à certains silences, j'imagine certaines choses. Donc j'essaie de respecter finalement plutôt la part, comme tu disais tout à l'heure, d'inachevé. Sinon, voilà, on ne sait pas tous les gens, et c'est très bien, ils ont leur mystère. Et ce voyage-là, et alors pour contextualiser, il est étonnant parce que donc les grands-parents sont partis. Ça, les parents sont partis pour chercher du travail, ils sont censés rentrer un petit peu assez vite. Donc ma mère reste avec sa tante, la fameuse sœur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et qui s'est remariée depuis, il y a plein de cousins, elle mange des poivrons frits, elle n'a pas ses parents, mais elle mange des poivrons frits tous les jours parce que la tante travaille au marché de Legazpi, donc elle est ravie, elle adore les poivrons frits. Mais par contre, on lui dit que ses parents vont revenir, ils sont partis en voyage, comme on dit, papa est parti en voyage d'affaires, il va revenir, quand tu parles. On lui dit un jour, écoute, Marie, tu vas devoir rejoindre tes parents en France. C'est comme c'est la France, ça veut dire, c'est une petite fille, quoi. Et elle le prend comme une trahison, d'une part, de devoir qu'on ne lui ait pas annoncé qu'elle allait devoir quitter son pays, qu'elle allait devoir voir ses parents, et une trahison et une blessure de devoir abandonner son enfance, sa langue, sa famille, ses amis. Et là, effectivement, commence ce voyage, et je trouve assez émouvant. Il a aussi un truc absolument incroyable. Je sais une chose de ce voyage, c'est qu'elle a un manuel de sciences nat. Alors, évidemment, l'éducation franquiste qui est autour du culte du chef, évidemment, elle n'a pas gardé grand-chose, mais elle a gardé un manuel de sciences naturelles. Ensuite, elle va avoir un goût quand même toute sa vie pour les sciences. Elle a gardé, je sais, la seule chose qu'elle avait dans son baluchon, parce que j'imagine vraiment une besace, quoi, une baluchon. Elle avait un manuel de sciences naturelles, et donc elle avait un livre. C'est pour ça aussi, je disais, les livres l'ont toujours accompagnée. Plus tard, quand elle arrive en France, elle se heurte à des formes de discrimination, on lui vole des manuels, on ne lui en donne pas. Donc les livres, vraiment, vraiment, jusqu'au moment où elle découvre la bibliothèque, où voilà, elle va quand même avoir un lien très très fort au livre. Et voilà, c'est étonnant que l'histoire de ma mère, c'est l'histoire de livres aussi qui l'ont construit. Alors, quand elle arrive à Paris, justement, ce problème de la langue va se poser. Et d'ailleurs, j'ai une suggestion, une éventuelle réimpression du livre. Cette partie-là, on pourrait l'intituler Lost in Transplantation. Ah, pas mal. Voilà. C'est très juste. Voilà. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Olivier explique dans son livre que quand elle arrive en France à Paris, elle ne se sent pas comme une exilée, ni comme une immigrée, ni comme quelqu'un, mais quelqu'un qui a été transplanté comme une plante. Comme une plante, oui, elle m'explique vraiment cette image-là comme ça, comme une plante, donc on l'a arraché de son sol, il n'y a plus rien, quoi, il n'y a plus rien du tout. La sensation d'être un végétal, je pense que c'est quelque chose qui est très fort chez ma mère. Elle a un lien très très fort avec les plantes, avec la nature. Et donc elle a l'impression qu'il faut que, en tant qu'être vivant, elle crée des petites racines. Et ça, alors en tout cas aujourd'hui, hein, mais sans doute que c'est des choses qu'elle a ressenties profondément, sans peut-être les verbaliser à cet âge-là, mais qu'elle était déjà un être vivant, une plante, et qu'elle devait trouver
à se réenraciner. Ma mère n'a jamais eu, elle ne m'a pas transmis le culte des racines. Ça peut être, dans certains cas, d'exilés, le culte des racines, le culte du pays d'où l'on vient. Ma mère, ça a été plutôt le culte du réenracinement, quoi. C'est-à-dire comment est-ce que on trouve des liens avec voilà, le monde, alors à travers des choses intellectuelles, à travers des liens, à travers justement le fait d'avoir des enfants, plus tard d'être mère, bon, mais la nature, bien sûr, mais ça a été vraiment comme cette image, littéralement, je suis transplanté, et donc il faut que et ça a été très très fort. Et d'une langue à l'autre, et j'avais noté à propos de ça que la langue, non seulement lui manque parce qu'elle ne parle pas encore le français, ensuite elle n'entend pas bien aux deux sens du mot, parce qu'elle n'entend pas bien et qu'elle n'entend pas cette langue, et aussi parce que, bah oui, quand on l'agresse, je sais pas quoi, elle ne peut pas répondre, d'où une incapacité de se défendre, et elle éprouve à ce moment-là un sentiment de honte. Et j'avais noté cette phrase-là qui me paraît très juste et très belle. Tu dis, dans le rapport empêché à la parole se joue l'enfermement insidieux de la honte. Dans le rapport oui, la honte, empêché de la parole. Il y a une définition très jolie, il y a un livre très joli de Boris Cyrulnik qui dit la honte, c'est mourir de dire. C'est l'impression que si vous parlez, voilà, l'impossibilité de dire. C'est très beau, mais je crois que la honte, effectivement, a ce lien-là avec le fait de parler ou de ne pas pouvoir parler. Et dans la trajectoire de ma mère, il y a cette honte-là. Alors, elle s'est construite comme une championne, comme une guerrière, comme vraiment une volonté de le faire, détermination pour surpasser ça. Mais elle a gardé cette honte-là. Et alors, ce qui est très émouvant, c'est quand elle a lu le livre, elle m'a dit, j'ai honte toute ma vie, et là, je me sens bête parce que il n'y a pas de quoi avoir honte, c'est une fierté, mais quand elle l'a vécu, oui, pour elle a gardé cette humiliation sociale. Imaginez une petite fille qui est déjà très pauvre dans son pays, qui arrive à la porte de la Muette, en plein milieu du 16e arrondissement de Paris. La pauvreté a un tout autre sens qu'en Espagne où tout le monde est misérable. Là, elle arrive avec un quartier voilà, très cossu, et où elle ne comprend pas la langue, elle est moins que rien. Elle se sent vraiment comme une paria. Et cette humiliation, elle n'a jamais voulu remettre les pieds dans le 16e arrondissement. Je me dis, on va aller voir le musée qu'elle a fait. Ah, c'est où? Non, il y a des choses, nos blessures d'enfance restent évidemment très très profondes, et ça a été une blessure très très forte. Et petit à petit, à travers voilà, tout son chemin de vie a été de se réparer, et le jour où elle est enfin naturalisée française, au moment elle vient d'avoir son bac, ça a été la première vraiment, je veux dire la fin en tout cas du premier processus de reconstruction. C'est-à-dire qu'elle arrivait, elle avait rien. Au bout d'un an et demi, elle était la deuxième de sa classe. C'est vraiment une guerrière, hein, quoi. Voilà. Donc, et quand elle a, cela dit, ça n'efface pas, je pense. C'est pour ça que je voulais essayer de raconter à la fois les forces de cette femme et sans tomber dans l'hagiographie justement, dans la chose. C'est aussi quelqu'un qui a qui a gardé, voilà, comme aussi toutes ces fêtes, ces souffrances, et c'est la complexité dont on parlait tout à l'heure, quoi. La joie, la tristesse, la force et la fragilité, tout va ensemble, quoi. Oui, il faut dire qu'elle est sortie également major de son CAPES. Oui. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est les rencontres qu'elle fait. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment toute l'ambivalence de l'être humain, quoi. Elle arrive en France, première année d'école, on lui donne des manuels. Il faut imaginer qu'elle vit dans un bidonville à Saint-Denis, hein, vraiment un bidonville. Et on lui donne des manuels. Elle est toute heureuse, elle va aux prises uniques des 4 chemins pour avoir le taille-crayon, le dernier taille-crayon du tête. Et puis on lui vole ses manuels. Quelqu'un s'amuse à lui voler ses manuels. Bon. Donc elle retourne avec ma grand-mère le lendemain à l'école. Elle dit, Madame la directrice, on a perdu les manuels. Et puis il faut imaginer que ni l'une ni l'autre ne parle français. Hein. Donc la directrice leur dit, bon, vous êtes bien gentil, vous avez sans doute revendu. Bon, vraiment, quelqu'un de, voilà, un geste xénophobe. Voilà, non, démerdez-vous. Il dit comme ça. Donc ma mère, le lendemain, demande à sa camarade de classe pour essayer de suivre un petit peu. L'institutrice arrive, elle lui met du scotch sur la bouche pour pas qu'elle parle sa langue. Elle n'a pas le droit de parler en espagnol. Hein. Donc ça, c'est des discriminations qu'elle vit. Et ce qui est extrêmement beau, c'est que l'année suivante, c'est 1 an plus tard, c'est pas 5 ans, c'est 1 an plus tard,
Imaginez donc, alors à la fois il est très doué en calcul, puisque mon grand-père, si vous avez suivi, comme lui il est orphelin au départ, il a été dans un pensionnat à Séville. Et là, du coup, il a appris à calculer, il est bon en calcul. Donc ma mère a toujours été très douée en maths, et elle a été enseignante de maths ensuite toute sa vie. Donc elle est quand même douée en maths. Bon, en France, du coup, elle se débrouille. Il faut dire que le franquisme, ils avaient quand même cette qualité, et c'est ma mère qui le dit. Il y avait une qualité dans le franquisme, c'est on était meilleurs en maths que les Français. Donc quand elle arrive, elle dit ça avec moi. Quand elle arrive, elle est douée en maths. Donc l'institutrice, en CM2, je crois, lui dit, mais écoutez, voilà, t'es vraiment doué, il faut que tu t'accroches en français. Et avec la confiance que lui donne cette femme, qui est Madame Blin, quand j'ai écrit, ma mère m'a dit, tu donnes bien son vrai nom, Madame Blin. Et donc j'ai écrit, c'est Madame Blin. Madame Blin lui donne le premier rôle, le rôle principal dans la pièce de fin d'année, Knock. Knock. Et donc, ça vous chatouille, ça vous c'est elle, donc elle travaille, elle apprend le français. Elle est applaudie à la fin d'année sur scène, elle a répété au centre de loisirs de Pantin. Et donc, elle est enfin, voilà, elle a enfin reconnue. Alors là, c'est vraiment le pic de sa carrière. Elle me dit, voilà, j'étais une star, je savais plus où j'étais. Elle est une star, ça y est, mais par la confiance que lui a donnée. Je trouve ça magnifique d'avoir, effectivement, face à une situation donnée, vous avez tout le spectre humain, quoi. Vous avez la personne qui l'enfonce et qui vraiment l'humilie, et vous avez l'autre qui va même, l'institutrice, ça a été décisif aussi, à attendre. Ma grand-mère, à la sortie quand elle revenait faire des ménages, elle l'attend à Saint-Denis, à l'arrêt de bus, et elle lui dit, Madame, il faut que je vous parle. Les grands-parents, ils sont censés rentrer au bout de 18 mois parce que le contrat du grand-père se termine. Tout le monde est censé rentrer en Espagne. Et là, c'est l'institutrice qui intervient, qui lui dit, écoutez, votre fille en Espagne, elle fera pas d'études, c'est pas dans les mœurs, hein. Donc, si vous voulez, peut-être, ce serait intéressant qu'elle reste, qu'elle puisse rester. Et l'intervention de l'institutrice, elle est décisive dans le fait qu'ensuite, toute la famille va rester. Donc, ouais, là aussi, c'est un concours de hasard qui fait que, voilà, voilà, c'est aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien qu'on parle d'ailleurs de l'histoire, tu l'as effleuré déjà, un peu de la banlieue, mais avant, je voulais signaler sur cette histoire de voix qui est quelque chose qui est très beau aussi, c'est qu'à un moment, pour le livre, pour les besoins du livre, tu interroges ta grand-mère et tu l'enregistrais. Alors là, je me suis dit, mais alors ça, c'est un geste romanesque intéressant parce que le fait de recueillir une voix, de la réécouter et ensuite de la mettre dans un livre, c'est vrai qu'on se dit, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'auteur a plusieurs voix. Il fait un portrait, mais il fait un portrait à plusieurs voix aussi. Si on veut, je ne sais pas. Oui, c'est très juste, c'est très juste. C'est important d'accueillir la voix, qu'on entend parler ma mère, qu'on entend parler ma grand-mère. Mon père, malheureusement, n'est plus là depuis longtemps, mais sa santé a été justement très endommagée et il est mort très jeune. Et d'ailleurs, je crois que dans le parcours de ma mère, le fait d'avoir perdu son père très jeune, de manière assez brutale, parce qu'il avait une bronchite qui s'est aggravée et elle l'a perdu assez jeune. Moi, j'étais tout petit. Et le fait, je pense, de ne pas d'avoir pu lui dire au revoir, de ne pas vraiment lui dire adieu, a été là aussi une blessure liée à la parole. Il y a effectivement, comme tu disais, un rapport au silence, à la blessure du silence. Bon, je digresse un petit peu, mais c'est très intéressant. Je pense qu'il y a vraiment des passerelles entre des souvenirs d'enfance que j'ai moi avec elle et des choses qui l'ont formée plus jeune, quoi, comme si des choses se répètent, quoi. Alors, moi, donc, il y a une part de ce livre que je trouve passionnante et qui, effectivement, évoque ce dont on avait déjà parlé avec Lilia Hassen, qui a fait un livre Orange et qui évoque un peu, d'ailleurs, les mêmes années dans une banlieue, etc. Moi, j'aimerais bien qu'on explique, peut-être rapidement, qu'on ait le temps de parler d'autre chose, mais enfin, de ce portrait de la banlieue où la famille arrive, c'est-à-dire les confins, enfin, entre Aubervilliers, Pantin et Saint-Denis, quoi, et notamment de ce quartier, si je puis dire, enfin, qu'on appelle la Petite Espagne, où arrivent tous les émigrés espagnols et qui vivent dans des conditions vraiment terribles, enfin peu confortables, non les pères qui travaillent par exemple sur des chantiers logent en débarquement, etc. Enfin, c'est tout ce qu'on... Et à moins que tu veuilles en parler tout de suite, je voulais signaler
parce que je crois qu'il en reste un numéro ou deux en bas. Cette nouvelle revue qui s'appelle Retro News, c'est édité par la BNF, et en fait ce sont des recueils, c'est comme son nom l'indique, d'actualités, d'articles qui concernent des actualités anciennes. Et il se trouve que dans hasard complet, dans ce premier numéro, il y a un dossier sur la petite Espagne. Donc il faut absolument le lire. Et si vous tournez la page, pour ceux qui connaissent bien Gaël Josse, qui vient souvent ici, qui a écrit un roman sur le dernier gardien de Haïlé Salman, on tourne la page et le reportage suivant, le dossier suivant, c'est sur Ellis Island aussi. Oui, donc, c'est très voilà, proche, j'avais pas fait le parallèle. vous voyez les rapports entre la littérature, l'actualité, etc. Disons que l'étude des territoires, l'étude géographique, sociologique, ces territoires-là, alors, c'est très intéressant. Ce quartier, les habitants, alors peut-être qu'il y a des gens qui pourront peut-être aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui aussi sont échangées là-dessus, ou sur des expériences proches. Moi, j'ai beaucoup échangé avec des habitants de Saint-Denis, parce que je suis allé faire une rencontre à Saint-Denis. Beaucoup m'ont dit que personne n'appelait ça la Petite Espagne. C'est un quartier qui a été dénommé par les historiens ensuite, qui ont créé ce concept-là, mais le quartier n'était pas désigné par ce nom. En tout cas, il y avait 95% d'Espagne qui vivaient. C'est un quartier qui est apparu au début du XXe siècle, puisque quand les ouvriers, pour la Première Guerre mondiale, sont partis au front, on a fait venir massivement des ouvriers espagnols pour les mitrailleuses, pour produire du fil barbelé, notamment l'usine Mouton de fil barbelé. Donc il y avait comme ça toute une... Et dont je me suis aperçu d'ailleurs que la rue qui passe devant l'entrée de l'usine, c'est la rue Lannet, etc. C'est la rue où habitait... Oui, la rue du Landy, bien sûr, oui, c'est tout proche. Et donc c'est ce quartier-là, bon, alors, l'histoire... voilà, ouais, dans les détails dans le livre, mais c'est vraiment... petit à petit se sédimente ce quartier-là. Au départ, c'est des baraquements, puisque les usines sont à côté. Puis petit à petit, avec d'abord les Asturies, enfin, il y a différentes vagues d'exil. Après, il y a la première vague d'exil, comme ça, au début du XXe siècle. Après, il y a les réfugiés espagnols, bien sûr, on sait, les camps de concentration, etc., tous les réfugiés espagnols. Et après, il y a une troisième vague à laquelle on sortit à partir de ma grand-mère et mes grands-parents, ma mère, c'est vraiment cette troisième vague. Le quartier s'agrandit. Il y a de plus en plus d'Espagnols dans ce quartier. Et donc on l'appelle Zespal, et les noms des rues sont espagnols, donc il y a vraiment une vie de quartier, ça se mélange, hein, il y a un foyer de travailleurs sénégalais qui est pas très loin, donc c'est des terres d'immigration. Moi j'ai vécu aussi à Saint-Denis pendant longtemps, c'est vrai que c'est une terre encore d'immigration, hein, c'est juste que les populations ont changé, mais c'est toujours les mêmes. Ces territoires-là sont fascinants parce qu'on n'en parle jamais. Moi qui ai grandi dans une banlieue, mais une banlieue beaucoup plus privilégiée en Seine-et-Marne, je connaissais pas l'histoire de ce. J'ai découvert ces quartiers très beaux. Je ne savais pas que ma mère n'avait pas eu de salle de bain, quoi, quand elle jusqu'à ce qu'elle adulte. C'était vraiment une grande. Voilà, c'était il n'y a pas que les immigrés, hein, mais je veux dire, c'était des conditions de très grande pauvreté. Et puis il y avait des incendies. Il y avait ce fameux incendie du Landy, l'usine de gaz qui explose, donc ils sortent tous dans la nuit. Et là, il y a une anecdote incroyable. Ma grand-mère qui me l'a dit. Tout le monde est descendu dans la rue en pyjama. Il y avait des flammes dans l'air. On voit, c'est documenté là pour le coup. On voit bien dans les extraits d'archives, puis me dit « Et ta mère, elle avait les cartables !» Parce que ma mère ne voulait pas partir sans ses livres. C'était vraiment les livres ou mourir, quoi. On lui avait volé une fois déjà, donc elle avait gardé. Et toutes ces petites anecdotes, j'ai pas fait une grande fresque historique, parce que d'une part, je pense que c'est pas dans mes moyens d'écrivain, je suis pas capable de tout raconter, mais j'avais pas non plus envie de tous les détails, mais justement, avec Charlotte, donc l'éditrice, on a essayé de trouver des petits fragments, mais qui racontent aussi un petit peu cette époque-là, quoi. De même qu'ensuite, quand elle grandit, par exemple, quand elle va à la Bourse de Paris, elle a un job d'été à la Bourse de Paris. Son travail elle est rempli de bordereaux, voilà, comme elle est très bonne en calcul, elle fait ça l'été, elle a son premier... Et à la Bourse de Paris, la salle des courtiers est interdite aux femmes. Alors qu'on est déjà dans les années 70, voilà. Et elle traverse une société qui est en pleine mutation. Quand ma grand-mère qui fait des ménages, alors elle dit je fais des ménages à Matignon. On s'est avenue Matignon, mais comme ça tout le monde au quartier croit qu'elle est. Voilà. Donc elle dit je vais à Matignon. Et moi aussi quand j'étais petit, la première fois que j'ai entendu parler du Premier ministre qui vivait à Matignon, j'ai tout de suite dit à mes parents mais c'est chez ma grand-mère. C'est là qu'elle est tout le temps, parce que toutes les anecdotes d'enfance commençaient par quand j'étais à Matignon. Donc pour moi Matignon c'était
là où travaillait ma grand-mère, quoi. J'avais aucune idée, quand j'étais gamin, qu'il y avait un premier qui habite Lyon. Et en 68, en mai 68, quand il y a les barricades, donc eux ils sont à Saint-Denis, donc il faut traverser, et Matignon, bah, c'est dans le 8e arrondissement, les sud, voilà, et puis il y a les Invalides, voilà. Donc il faut traverser Paris. Et donc ma grand-mère qui ne comprend rien à ce qui se passe, elle dit qu'est-ce que c'est que ce carnaval? Évidemment, donc il y a des luttes voilà, d'une société qui est en pleine transformation. Puis il y a ces invisibles-là, quoi, qui sont là. Et donc elle monte à l'arrière des camions militaires avec qui elle a sympathisé pour essayer de contourner, pour essayer de continuer à aller faire le ménage chez sa patronne. Enfin, du coup, il y a une sorte aussi de, comment dire, de petit pas de côté par rapport à l'histoire qu'on connaît et ces gens dont finalement qu'on a oublié dans cette histoire, mais qui continuent à être là, à travailler pour les uns pour les autres, quoi. Et il y a deux phrases d'ailleurs que j'avais notées qui résument parfaitement tout ça. C'est la petite histoire racontée aussi. Enfin, non, c'est pas ça. La petite histoire raconte aussi, à sa façon, la grande. Et l'autre citation qui va dans le même sens, c'est une interrogation, quelle amnésie nous constitue? Parce qu'effectivement, notre mémoire est constituée d'oubli aussi. Oui, je pose des questions, j'ai pas les réponses, mais c'est chouette de poser des questions quand on écrit aussi. On n'a pas toujours. Il y a une interrogation sincère que j'ai qui porte sur l'accès que je n'ai pas eu à cette histoire. Pourtant, je sais pas, via les cours d'histoire, je sais pas. Alors à la fois, ça questionne ma mère, ça questionne son silence, et ça questionne aussi la société. Je veux dire, ce qui est intéressant quand on écrit, c'est alors surtout quand on parle un peu d'autofiction, on écrit à partir de l'intime, c'est que, bien sûr, on raconte des choses personnelles, je veux pas le nier, même c'est quelque chose que je revendique, mais ce qui est intéressant, c'est quand ça devient exemplaire de la manière dont une société fonctionne, comme dans mon précédent roman, finalement, l'exclusion qu'on traverse, à quel moment aussi elle révèle quelque chose, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est étonnant quand on voit cette petite histoire, à la fois parce que c'est pas la grande histoire, et puis parce que c'est euh, presque d'ailleurs quand tu l'as dit, cette expression, j'ai entendu une petite histoire, enfin la petite histoire, la petite anecdote, la petite je pense que c'est la meilleure façon que moi j'ai trouvé, c'est la façon en tout cas que je prends le plus de plaisir, c'est de raconter des petites choses et de voir ce que ça peut raconter ou pas, hein, mais et voilà, je te remercie. Moi, ce qui me plaît aussi beaucoup dans cette histoire de banlieue, c'est que c'est c'est qu'elle est sauvée par la culture, par l'école, par les livres, par la bibliothèque de Saint-Denis qu'elle découvre absolument émerveillée. Et toute cette culture, c'est à la fois la grande culture, par exemple, elle lit Zola pendant son stage à la bourse. Là. Ah oui, alors elle a fait comme moi, et ça je ne savais pas. Quand j'étais en sciences nat, moi justement, moi je m'ennuyais complètement en sciences. Et donc du coup je mettais un livre comme ça, vous savez, puis je lisais un truc. Elle faisait pareil, et ça je ne le savais pas. Quand elle était à la bourse de Paris, dès qu'elle avait fini, elle prenait un Rougon-Macquart et puis elle mettait les bordereaux par-dessus quand le chef entrait. Là. Donc elle a réussi à lire, voilà, c'est ça d'avoir des mères qui sont un peu là. Elle arrive à lire tout le Rougon-Macquart en 2 mois à la bourse de Paris, c'est quand même exceptionnel. Elle découvre Éluard aussi, elle écoute, alors je me rends compte qu'elle écoute Jean Ferrat, alors ça c'est très émouvant parce que elle aime beaucoup de Jean Ferrat la chanson qui s'appelle Ma France, et Ma France c'est une espèce de France idéale écrite après 68 quoi en fait, et dans laquelle l'immigré se retrouve complètement ses valeurs. Et on retrouvera d'ailleurs plus loin dans le livre, quand tu interviens plus directement, toi-même, tu réécoutes le disque de Jean Ferrat, oui, d'Aragon. Ouais, exactement. En raison de sa surdité, peut-être aussi, partielle, hein, mais autant elle est très sensible, ma mère a toujours été très à la littérature, à la peinture, autant elle écoute très très peu de musique. J'ai compris tard que c'est sans doute le fait que j'entends pas vraiment. Par contre, j'étais enfant, je sais qu'elle écoutait justement les poèmes d'Aragon chantés par Jean Ferrat. Et elle écoutait Jean Ferrat. Et oui, c'est toutes ces références aussi d'une époque. Et il y a quelque chose qui me touche dans ce que tu disais, c'est que oui, tu sais, il y a 2 façons de raconter
te raconter l'histoire. Et pour le coup, c'est la petite et la grande histoire. Je veux dire, soit c'est Victor Hugo, c'est la grande bataille de Waterloo, puis vous racontez tout de manière surplombante et zénithale comme ça, puis vous avez comme ça les armées qui s'affrontent. Soit vous êtes Stendhal, et puis vous avez dans la Chartreuse Fabrice qui est là, il sait pas trop où il est. Et puis et c'est intéressant de faire semblant qu'on connaît pas l'histoire, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai essayé d'accompagner le plus près possible ce personnage, cette femme, et de comprendre un peu son cheminement. Alors même son cheminement intellectuel, quand elle découvre les idées communistes, et puis après part en URSS, elle se rend compte qu'en fait elle les trouve extrêmement misogynes, etc. Donc elle revient, elle change d'idée, dit non, je vais être anarchiste. Et puis ensuite elle découvre l'écologie, assez intéressant parce que elle y voit un lien avec la famine, les combats un petit peu tiers-mondistes, etc. Donc elle est vivante, quoi. Je voulais essayer de saisir l'évolution vraiment d'une vie, et parfois c'est des contradictions, parfois c'est des ruptures, mais il y a quelque chose de vivant, quoi, dans son parcours. Et elle dit d'ailleurs, enfin, tu dis que c'est cette culture à la fois érudite, enfin, classique et populaire qui la nourrit, en fin de compte. Elle dit c'est la reconquête d'elle-même avec les armes miraculeuses de l'école et des livres. Alors, j'ai souligné miraculeuse à cause de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est déjà miraculeuse. Et alors, on peut peut-être parler d'ailleurs de la... Moi, j'ai intitulé ça, pour moi, mais c'est peut-être un peu prématuré, la fin de l'illusion, des illusions lyriques, c'est-à-dire un peu l'entrée dans l'âge adulte et des illusions qui l'accompagnent en général. Et notamment, alors par exemple, tu y as fait allusion, elle fait un voyage en URSS, qu'elle prend des notes que tu nous racontes, et qui évidemment, pour nous, enfin pour nous littéraires, nous évoque d'autres voyages en URSS, et notamment le livre de Gide. Et alors on est frappé quand on lit ton livre, du peu de différence qu'il y a entre ce que raconte Gide et ce que raconte ta mère. Parce que c'est la même. Sans doute qu'elle a elle-même été marquée par. C'est pour ça qu'elle est partie en URSS. Je vais faire comme Gide, comme Sartre, comme les intellectuels qu'elle admire. Elle dit mais avec une spécificité, c'est qu'elle c'est une scientifique, quoi. Elle a un esprit scientifique. Donc je pense qu'elle va aller sur le terrain. Comme la botaniste qu'elle est aujourd'hui, biologiste, va sur le terrain pour essayer de déterminer quelle espèce de plante pousser. Elle dit, je vais aller en URSS puisque tout le monde me parle de l'URSS. Elle est sa meilleure amie, Lynn, est la fille de la mère adjointe de Pantin et donc mairie communiste. Et donc elle dit, bah alors je pars avec vous là, les sympathisants communistes. Je pars cet été. Je viens d'avoir ma nationalité française, donc je peux enfin partir du territoire parce que sinon en termes de carte, donc c'est son premier voyage. Elle décide de partir. Et son voyage est extraordinaire parce que ma mère est beaucoup trop libertaire en fait pour se plaire vraiment dans ce pays. Et donc elle est habillée trop court, on lui fait des remarques, le café est mauvais, il y en a, voilà. Donc il y a plein de détails très presque naïfs aussi qui disent non, ce régime n'est pas pour moi. Et c'est très touchant. Là aussi, j'ai retrouvé les notes qu'elle avait prises quand elle raconte que tous les matins elle doit chanter l'Internationale, elle n'en peut plus. C'est pas quelqu'un de suffisamment dogmatique pour être à l'aise dans ce climat. Donc elle est amoureuse. Enfin, un jeune homme russe, Sergueï, tombe amoureux d'elle et donc il la courtise éperdument. Et ma mère elle a appris un mot en russe, c'est niet. Et donc elle lui sert niet à toutes les sauces. Elle en veut pas de Sergueï, il est collant ce Sergueï. Donc non, ça ne lui plaît pas du tout quand elle rentre. En plus, elle est bloquée à l'aéroport de Berlin-Est. Elle a la frousse de sa vie parce qu'elle est persuadée qu'elle va rester toute sa vie en URSS à manger du bortsch. Enfin, en plus, il lui arrive des choses quand même effroyables. Hein. Bon, ça ne veut pas en rajouter, mais c'est quand même aussi des choses assez terrifiantes. Donc voilà. Elle est surtout, disons, déçue par l'aspect, par le conformisme qui sévit là-bas. Oui, je pense qu'elle est, comme tu dis, elle est trop anticonformiste pour être à l'aise dans ce. Mais bon, ça c'est une des étapes de son parcours extrêmement romanesque, hein, vraiment. Peu de temps après, bon, on passe vite sur les années, mais parce qu'entre-temps, bon, elle va passer son CAPES, elle va devenir prof, etc. Mais par exemple, il y a une scène qui m'a frappé parce qu'on l'a trouvée dans un autre livre aussi, dont on a parlé l'année dernière. C'est cette histoire des élections de 74 où elle découvre René Dumont. Vous savez, René Dumont, c'est le
l'écolo qui boit son verre d'eau en direct cette petite phrase. pour montrer que bientôt on ne pourra plus boire d'eau. Et Serge Joncourt raconte cette même scène dans Nature, je sais plus quoi. Nature humaine. Ouais. Et voilà, ce sont des images qui finalement marquent nos mémoires Ça l'a collectives. marqué, ma mère. Oh là là, ce type avec son coloré qui boit son verre. Oh là là. Et elle est très sensible à la dimension. Il y a de la famine dans le monde. Parce qu'elle, elle a vraiment. Quand ils étaient en Espagne, ils avaient vraiment rien à manger, quoi. Donc, le gars dit je fonde. Voilà, finalement, le mot écologie devait à peine être né. Mais il dit, moi, ma conception de l'écologie, c'est finalement pour en faire en sorte que les peuples dans le monde entier puissent avoir des... Donc ça la touche beaucoup. Elle a une approche humaniste, en fait, de l'engagement qu'elle va garder. Elle devient prof parce qu'elle a envie d'aider les gens, elle a envie de rendre ce que la fameuse Madame Blin lui a donné. Donc elle va aller dans des quartiers, elle va rester en ZEP toute sa vie si elle n'a pas envie de se demander sa mutation. Elle veut aider des jeunes femmes qui, comme elle, avant, arrivaient, n'avaient pas forcément la possibilité. Donc elle veut les aider, elle veut leur dire si c'est possible, tu peux, voilà. Donc elle va à cet engagement et son approche de l'écologie, il est assez similaire, c'est-à-dire que elle s'engage pour la planète, mais elle a une approche, je vais passer le terme exact, mais voilà, une approche humaniste de l'écologie. Je veux préserver à un moment c'était l'environnement, maintenant on parle plus du monde vivant, etc. Mais en tout cas, son engagement, il est très humaniste, je pense, au fond. Et c'est un sentiment de la nature aussi qui est très... déjà quand elle est enfant, d'ailleurs, elle aime les arbres, elle aime étreindre les arbres, et puis, elle aime la forêt. Bientôt, le jeune couple de des parents va déménager près de la fontaine de Fontainebleau. Cette forêt va jouer un grand rôle dans la deuxième partie du livre d'ailleurs. Et cette façon de se ressourcer, en quelque sorte de se conforter avec la nature, c'est curieux parce que ça m'a fait penser au livre de Giono, Que ma joie demeure. Parce que c'est un des plus beaux livres qui a été écrit. Et qui m'a fait penser. Ouais. C'est là encore, je te remercie de citer Giono, mais ouais, c'est un très beau livre. Le titre est un des plus beaux titres qu'on puisse imaginer. Moi, c'est un mantra parfois, je me dis comme un jeune puisse arriver, c'est un mantra vraiment. Mais c'est vrai que c'est très. Alors, ce qui est émouvant chez elle, c'est son rapport à la nature. Il est celui d'une petite enfant à Madrid. Il n'y avait rien à Madrid, il n'y avait pas de nature, évidemment, c'est du béton. À Saint-Denis, c'est du béton. Donc, elle est au centre de loisirs en 5e, elle va pour la première fois en forêt de Carnel, qui est en 93, et puis après, je crois, un été, au centre de loisirs, il l'emmène. 95. C'est 95, ah, pardon. Et pour elle, ça a été un émerveillement. Ouais. Elle a tout à coup du vert de la nature, et elle me raconte toujours émerveillée comme une petite fille, là, oh là là, la forêt, et donc plus tard, c'est pas anodin qu'elle soit choisie en tout cas de rester, et puis de rester travailler, et puis vivre ensuite, pas très loin, oui. Mais c'était la réceptivité à la beauté du monde. Moi, c'est ce qu'elle m'a transmis au fond, c'est-à-dire que moi, ce que j'aime dans la vie, c'est les belles choses, les beaux livres, et je crois que ça, c'est un des trucs qu'elle m'a transmis, c'est fait partie de son héritage, que je questionne aussi, c'est de s'émerveiller, d'être capable d'être réceptif à la beauté d'un arbre, à la beauté d'une... Ouais, elle a ce goût de la beauté qui est très très fort. Et qui la sauve dans un cadre, voilà, dans une vie qui est très dure. Elle a ce sens-là qui va je pense, la sauver. Et pour rester sur cette note et en même temps nous acheminer vers une prochaine conclusion, est-ce que tu serais partant pour lire ce dernier passage qui est la fin en fait de la première partie, avec une belle petite robe à fleurs, voilà, c'est des photos qu'on aime le plus. et Tu veux ce secret-là? Oui. Ici, Alors, j'aime bien ça. Alors, c'est un passage où ça. Ma lignée la secrète. Au fil des mois, son apaisement grandit. Avec la fréquentation puis l'immersion profonde et intime dans la forêt de Fontainebleau. Elle ressent une grande paix à imaginer qu'une fois poussière, elle deviendra sève de bouleau, corolle de bruyère, pomme de pin, feuille de spaigne. Dans la forêt, elle est enfin chez elle. Elle s'enracine. Elle devient un être nature, la plus belle des nationalités. C'est celle de la nature patrie.
Dans ces moments intenses de contemplation, elle puise énergie et sérénité. Peu à peu, la forêt la laisse l'approcher, presque l'apprivoiser. Il lui arrive d'y aller seul pour lui confier, écrit sur de petits papiers, ses mots, ses vœux, ses rêves, secrets, cachés, comme ceux des écureuils au creux de certains arbres. Que sont devenus ses rêves d'enfant? Elle ne doute pas que certains d'entre eux resteront là, préservés dans une fissure d'écorce, comme ils le sont dans sa tête. Le grand âge de certains arbres, leurs pores massifs et leurs cicatrices, la fascine. Quand elle s'adosse à un vieux chêne, la caresse de son écorce rugueuse la relie à un temps enfui. Il a vu passer les carrosses de la cour, les dames en crinoline, tant d'équipages de chasse, les peintres fuyant au Paris pestiféré, les bombardements, les incendies, et combien de pleines lunes. Et maintenant, c'est elle, qui se trouve pourtant si insignifiante, elle qui questionne la mémoire de l'arbre face à sa fragilité, au temps bref qu'il lui est donné de vivre. L'arbre lui offre la réponse, celle de vivre dans la présence aiguë de l'instant, et la présence, à cet instant-là, c'est le spectacle d'un ciel immense noyé dans le labyrinthe du feuillage. Elle ramasse une poignée de glands et les plante dans un lieu où elle veille à ce qu'ils germent et grandissent à leur tour. La forêt est sa psy, sa fée, sa chamane, sa poétesse, son temps du rêve. Elle invente et pratique intuitivement sa sylvothérapie. C'est aussi dans ce contexte d'énergie et de sérénité grandissante que lui vient le désir d'avoir un enfant. Donc voilà où je suis, grâce à ça, grâce à la forêt. Voilà. Merci. Et la deuxième partie donc, que vous allez découvrir, enfin là, on a dit, il y a encore beaucoup de choses même à découvrir sur la première partie, hein. Mais donc elle sera racontée par l'enfant, donc elle est sensiblement différente, mais je vous livre simplement une phrase qui est au tout début de cette partie qui m'a frappé, plutôt une interrogation, c'est: le passé serait-il un pays étranger? Le passé serait-il un pays étranger? Voilà. Bon, il y a une autre phrase que je peux vous citer, alors, qui commence le récit proprement dit de la deuxième partie, c'est: longtemps je me suis levé de bonne humeur. As-tu cherché à faire une recherche du temps perdu? Un très beau livre en conclusion, beaucoup de choses à découvrir encore dedans, et surtout un livre plein d'une très belle poésie. C'est bientôt la fête des mères, donc il faut... Non, c'était mon argument de vente. Ah, voilà. On te remercie et et pour la profondeur et la pertinence de tes questions, et surtout merci encore une fois à tout le monde voilà, et à la librairie de... on se tourne peut-être rapidement quand même vers les gens Peut-être, qui sont là c'est pour ça, ceux qui peut-être veulent échanger poser des questions. des questions ou faire des interventions si quelqu'un peut protester contre ce qui vient de se passer. Non, une question sur les hommes dans le livre. Il y a eu le grand-père, mais après, le père, on entend. Oui, ils sont un petit peu en retrait, c'est vrai, je m'en suis rendu compte. J'ai regretté parfois de ne pas avoir leur accordé plus de place. Enfin, après, dans mes souvenirs d'enfant, le père, je pense, a une place aussi. Et c'est vrai qu'il y a des figures féminines qui prennent beaucoup de place dans ma famille. Mais voilà, il y a des très beaux. Moi, j'ai des très beaux. Comment dire j'ai beaucoup de tendresse, en tout cas, pour les personnages masculins de ce livre, que ce soit mon père, que ce soit. Voilà, ouais. C'est une très bonne question. Et d'ailleurs, quand on lit le livre, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé ce soir, mais ils sont présents quand même, les personnages du père. Bien sûr. Là, Très très fort la tendresse du bien sûr. père. Bien sûr, et puis c'est extraordinaire, j'en ai pas parlé parce qu'on a beaucoup parlé des premières, voilà, de l'enfance de ma mère, mais je veux dire, la rencontre entre mes parents, je parlais des hasards qu'ils sont pas partis en Australie, etc. Mais je veux dire, mon père, alors ça, je ne sais pas si je le raconte dans le livre, je crois pas. Mon père, en fait, devait repartir, sa famille devait repartir. Alors, mon père vient d'une famille très modeste aussi, française de souche, comme on dit, mais eux, ils venaient du nord de la France. Et le grand-père, donc mon grand-père paternel, était cadre à EDF. Donc, il faut imaginer ensuite la rencontre entre ma mère, passionnariat écologiste, et le grand-père qui lui est dans le nucléaire, etc. Donc il y avait vraiment un choc des civilisations à l'intérieur de chaque famille. Là, ce qui est intéressant, c'est que
Oui. Mon père devait repartir à Nantes, puisqu'il venait de Nantes au départ. Je suis un peu du Nord, un peu de breton, un peu espagnol. On est tous très mélangés. Et alors là, ils sont pas repartis parce que mon grand-père, qui était un petit peu soupolais, s'est énervé contre son, je sais pas, où il devait avoir une promotion pour repartir à Nantes et puis ça a pas marché, quoi. Donc ils sont restés en région parisienne. Et du coup, mon père, qui devait faire, en fait, après le bac, les études de maths, sa première année plutôt à Nantes, il est allé à Paris, au lycée Charlemagne. Et ma mère y allait aussi, et ils se sont rencontrés là. Et la scène de mariage, c'est très drôle, hein. Ma mère est pudique là-dessus, mais je sais par ma grand-mère, la scène de, pas du mariage, pardon, la demande en mariage aussi, c'est assez extraordinaire, mais la demande en mariage de mon père, donc c'est ma grand-mère qui la raconte. Et elle dit, et je vois ton père, j'étais en train de faire le rideau, et puis je vois ton père qui arrive. Et il me dit, madame, alors c'est étonnant d'ailleurs que la demande a été faite à la grand-mère, sans qu'elle figure rien. On a demandé la main à la grand-mère. Le grand-père, il doit être à l'usine, mais la grand-mère, on lui demande la permission quand même. Qu'est-ce que tu manges le soir? La première question que je lui pose, c'est qu'est-ce que vous mangez dans votre famille le soir? Alors, mon père dit, des nouilles. Moi, je dis, oh, les nouilles, c'est bien, c'est bon, allez. Je te donne la main de ma fille, mais bon, je la raconte beaucoup moins bien qu'elle le fait elle-même, mais la façon dont elle raconte, mon père arrive pour lui demander. Et moi, ce que j'imagine dans le livre, et ça, je le sais quand même aussi, c'est que ils se sont rencontrés donc en classe de maths et donc ils faisaient des maths ensemble, quoi. Et ma mère était là, c'est le meilleur de la classe, bon après moi bien sûr, mais voilà, il a l'air très gentil ce garçon, très doux, voilà, et puis il est brillant en maths, on a une passion commune, donc ils font des maths ensemble et ils sont en train de réaliser la théorie des ensembles, ce qui en maths s'appelle la théorie des ensembles. Alors c'est extraordinaire quand même comme image, et donc un jour, voilà, et je les imagine en train de réviser les ensembles, et tout machin. Et c'est très, j'imagine ça comme quelque chose de très désincarné, ça m'amuse en tout cas de l'imaginer comme ça. Et donc, mon père qui va voir ma grand-mère pour voir si c'est deux mathématiciens, et puis à côté la grand-mère qui est en train de préparer la tortilla, je trouve ça très, c'est pas, il y a une forme d'incongru que je trouve, c'est une très très belle rencontre. Donc pour vous répondre, c'est vrai qu'il y a des personnages aussi, des rencontres amoureuses, des personnages masculins. Et puis, oui, je veux pas trop dévoiler du livre, mais c'est vrai que mon père est aussi un personnage, je veux dire, très dans la lune, très, très, très poétique, qui vient sans doute tempérer la dimension, comme tu disais, un peu presque idéaliste et presque, voilà. Parce que ma mère est restée une enfant, je pense. Elle a jamais vécu elle a vécu des désillusions et des drames, bien sûr, mais je pense qu'au fond d'elle, elle est restée toujours une enfant. Et c'est ça qui est assez admirable, je trouve, et assez intéressant dans sa personnalité, c'est que elle a toujours gardé ses illusions d'enfant. Et elle me parle toujours. Elle a jamais, c'est jamais aigri. C'est un type de personnalité assez étonnant. D'ailleurs, pour finir sur cette histoire de nouilles, ça m'avait frappé parce que ce que tu as pas dit, c'est que ce qui détermine le oui de la grand-mère, c'est que dit donc qui mange des nouilles le soir, elle dit ah bah ça c'est très bien parce que les nouilles elles restent toujours en famille. Et on a toujours l'impression qu'elles sont. Oui. Non, mais en fait, ce qui est profondément bouleversant, c'est le contraste entre disons le fossé qui existe, dont ma mère est très consciente, encore aujourd'hui, le fossé entre les générations, c'est-à-dire cette génération d'ouvriers qui arrivent au travail du travail, qui connaissait, qui écrit, voilà, qui n'était pas allé à l'école, et ma mère qui va voir, c'est ce fossé qui existe entre elles, et à la fois elles sont mère et fille, c'est bouleversant. Et voilà, ça m'a beaucoup frappé en fait quand je me suis plongé là, je veux dire, le fossé entre la génération de mes parents et celle de mes parents, c'est très beau, quoi. Et le sacrifice que ça a représenté à la fois pour mes grands-parents, à la fois pour ma mère ensuite, de me donner, voilà, donc la dimension du sacrifice aussi, notamment pour des exilés. C'est des générations sacrifiées parfois. J'ai tout donné pour que mes enfants puissent avoir. C'est très très touchant. Peut-être se réunir autour des questions. Merci pour cette belle rencontre.